Nous sommes allés voir le spectacle Amadouce de Michel Nguyen au Jacques Franck à Bruxelles. Histoire d'amour, histoire d'une femme confrontée à ses manques, à sa sexualité, à ses souvenirs et à ses désirs. Dans ses racontards arctiques, Jon Ril, auteur danois, déploie une écriture bienveillante avec une économie de mots qui communie avec le pays qu'il décrit. Il pose un regard tendre sur des ours mal léchés, égarés dans leurs réminiscences féminines. Dans ce désert blanc et ce monde d'hommes, ce qu'il évoque, c'est toute la richesse de l'intériorité humaine qui pousse, luxuriante, dans un foisonnement anarchique et optimiste. Comme si la sécheresse glacée du Groenland et ses horizons monotones permettaient aux hommes qui y vivent de cultiver toute la beauté et la diversité de la nature humaine. Mais pourquoi parler de Jon Ril dans une émission consacrée à Michel Nguyen ? Parce que nous avons trouvé dans sa langue la simplicité acérée des racontards. Les mots de Michel Nguyen sont faits pour être dansés avec leur rythme et leur souffle. Danse orale, chant écrit habité par un corps qui les incarne. Michel Nguyen raconte des histoires où s'entremêlent la fiction et la réalité. Que ce soit son spectacle Vie, ou Amadouce, ou encore Là où il y a quelqu'un, tous sont des spectacles qui parlent du quotidien et de la puissance de sa reconstitution. Comment la mémoire est un outil de métamorphose et de délivrance. Nos histoires sont des contes à dormir debout qui ont oublié leur nature profonde. Ce qui nous tient et nous empêche de sombrer, ce sont nos paroles communes, c'est notre capacité à tisser. Tu as fait des études de psychologie et que tu as commencé en fait à travailler d'abord pour des sourds et muets dans une institution et qu'ensuite tu as arrêté. J'ai cru comprendre parce que ça ne te plaisait pas ou ça ne te convenait pas. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que tu t'es lancé dans des études de théâtre à l'école Lassade. Et je pense que ça les a interpellés ou intéressés. Et l'une de leurs questions, c'était justement cette rupture ou ce moment où tu as arrêté. Et pourquoi tu as arrêté et si ça t'a aidé dans ton choix de devenir conteuse, comédienne et dramaturge. C'est-à-dire que la rupture n'est pas fait vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être comédienne. Ouais. Ça, c'est depuis que je suis petite. Je me souviens, c'est vrai, je faisais le clown dans la cour de récréation. J'aimais faire rire. Ça a été depuis tout le temps. Puis j'ai commencé des cours à l'académie. J'avais des cours de déclamation, d'art dramatique. J'étais au club théâtre de l'école, donc ça a toujours été. C'est simplement quand j'ai eu 18 ans et que j'ai dû choisir, je crois que j'ai eu peur de faire le choix d'études artistiques. Et j'ai fait des études de psychologie. Comme je ne voulais pas à l'université, je voulais être dans le pratique, parce que je crois que j'aime le rapport avec l'autre. J'ai pris, donc c'est assistant en psychologie, et donc c'est un graduat, donc c'est 3 ans, et tout de suite on est dans la pratique. Donc en 2e année on fait déjà des stages, et la 3e année, les 3/4 du temps, on est en stage. Et j'ai fait le stage en hôpital psychiatrique à la Ramée à Uccle, et j'étais suivie par une femme qui m'aidait, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très difficile pour moi d'entrer dans l'hôpital psychiatrique. Et avec la femme qui me supervisait, on se rendait compte que peut-être le choix que j'avais fait de faire la psychologie, c'était peut-être pas très juste pour moi, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était soigner ma mère. C'était pas le bon choix, c'était quelque chose de trop personnel, et je n'arrivais vraiment pas à sortir, même si au niveau intellectuel tout allait bien. La pratique était beaucoup plus difficile. Le mémoire que j'ai fait, c'est le miroir et l'adulte. Et ça, j'ai même pas pris des gens... j'aime beaucoup la littérature, j'aime vraiment tout ce qui est écrit. Et quand j'ai pris des personnages de romans,
parce que quand on fait un mémoire, on doit analyser des gens, on doit leur poser des questions, faire des statistiques. Et moi, les gens que j'interviewais, c'était des personnages de romans, comment ils étaient face au miroir. Donc et puis il y a eu quand j'ai dû commencer à trouver du travail, j'ai été engagée tout de suite par une institution qui travaille avec des sourds. Et j'étais très contente parce que c'était difficile. Ce qui était difficile, c'était pas le rapport avec ces personnes qui étaient adultes et que normalement le but de l'institution c'était de trouver leur autonomie, et je me rendais compte que tout le système institutionnel en fait ne les aide pas à trouver leur autonomie, il faisait que renforcer qu'ils allaient rester dans l'institution. Et comme on était beaucoup de jeunes de 20 ans à être engagés, on avait l'impression qu'on nous prenait tout notre jeunesse, tous nos désirs, notre envie de changer, mais pour finalement nous écraser un peu petit à petit. Et il y avait quelque chose dans le système institutionnel, celle-là en tout cas, qui me dérangeait beaucoup. C'est le pouvoir, un pouvoir de la direction qui était vraiment beaucoup trop grande. Et voilà, et c'est à ce moment-là que ça faisait 2 ans que je travaillais, quand j'ai rencontré, c'était à Namur, et j'ai rencontré quelqu'un dans le train qui m'a dit: mais pourquoi tu as arrêté le théâtre? Pourquoi tu n'as pas fait des études de théâtre? Et elle était à l'IAD, à Louvain-la-Neuve. Elle m'a dit: pourquoi tu fais pas l'examen d'entrée? Donc j'ai pris congé là où j'étais et j'ai fait l'examen d'entrée. C'était 2 semaines et j'ai été admise. Mais je me rappelle que la première improvisation que j'ai faite, je faisais en langage des signes. Je n'arrivais plus à parler. Et donc je me rappelle la fille qui était en face de moi pour l'impro était complètement déstabilisée parce que je n'arrivais pas à retrouver mes mots. C'était très troublant. Après, à l'IAD, c'est une école où on forme des acteurs, on va dire, classiques. Par exemple, travailler du Tchekhov. Tout de suite, on avait un personnage de Tchekhov et je n'étais pas très, très heureuse parce que toujours les professeurs, c'est vrai que j'avais beaucoup de compliments, me disaient: ah, c'est bien ce que tu fais, mais moi je sentais que c'était pas bon ce que je faisais et ça m'énervait beaucoup. D'autant plus que j'avais déjà, à cette époque-là, j'ai 22, 23 ans, donc c'est très compliqué quand on a déjà travaillé, qu'on a déjà fait des études, de se retrouver avec des étudiants de 18 ans qui planent, qui disent: waouh, c'est bien, ah, alors qu'ils passent leur temps à se demander: ah, t'as quoi comme problème, ah ouais. Et alors, moi j'étais dans cette réalité déjà de travail, de dire: je veux vivre de mon art et je veux pas perdre du temps. Et j'ai vu un spectacle qui s'appelait par un trio de clowns, j'ai oublié le nom, et j'ai été tellement touchée par leur vie, qu'est-ce qu'ils proposaient. Et je leur demandais: mais qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Et c'était la SAD. Et tout de suite, j'ai décidé de faire la SAD, j'ai été le trouver. Et je lui ai demandé si je pouvais rentrer dans son école. Il m'a dit oui. Et puis je dis: voilà, moi ce que je demande, c'est que vous ne trichiez pas, que si c'est mauvais, vous me le disiez. Et il a dit: t'inquiète, on ne te dira jamais. Mais pendant 2 ans, il m'a jamais dit que c'était bien. C'était très dur. C'est seulement à la fin des 2 ans qu'il m'a dit: alors, tu es contente? Donc voilà, ça a été un chemin. Mais c'est ce que je voulais, c'était cette rigueur de me trouver, mais de ne pas faire semblant. Voilà, c'était... Et j'ai trouvé l'école qu'il me fallait, qui est une école d'acteurs créateurs. Tu crées ton premier spectacle en décembre 1995. C'est Tara. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un d'important pour toi qui est un metteur en scène qui s'appelle Alberto Garcia Sanchez. Oui, on a la même formation, donc j'ai rencontré à l'école La Salle. La Salle aussi. Et tout de suite, on a commencé à travailler ensemble. Et puis ensuite, suite à ce spectacle, tu vas de plus en plus t'intéresser à, je ne sais pas comment dire ça, au travail de conteuse ou au monde des conteurs. C'est-à-dire, c'est pas que je vais m'intéresser, c'est que c'est le monde des conteurs est celui qui va m'ouvrir ses portes tout de suite. Mmh. Et je vais pas m'ouvrir au monde des contes parce que j'en raconte pas. Je peux les écouter, ça me fascine beaucoup, ceux qui arrivent à en raconter et qui arrivent à te toucher avec une histoire qui a traversé les temps. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les conteurs.
comment ils sont dans la vie, le rapport qu'on a ensemble. C'est vrai que les conteurs sont des gens solitaires. Et en ça, je me sens beaucoup mieux que, par exemple, avec des gens de théâtre, où il y a plus l'esprit de compagnie, de troupe qui est là. Quand on est entre conteurs, c'est un vrai bonheur, parce que on peut être comme on est. Il n'y a pas à jouer. D'ailleurs, la reconnaissance viendra de là. Je crois qu'en 1999, tu remportes un prix qui s'appelle le Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue. Je pense que c'est un prix quand même oui, important. Je sais pas, je crois que 2 ans plus tard, ils l'ont supprimé parce qu'il était beaucoup controversé. C'est comment vous pouvez juger un conteur sur 15 minutes. Donc ça a été très, très controversé. D'accord. Ton premier livre est édité aux éditions Lanzmann en 2002. C'est là où il y a quelqu'un. Là où il y a quelqu'un, oui. Donc ça, c'est... l'une de tes caractéristiques, c'est que tu écris tes spectacles et que tu es aussi, je ne sais pas comment dire, dramaturge, écrivain. J'ai du mal à dire que je suis qu'écrivain. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider à éditer, parce que je trouvais que c'était des textes pour... oraux. C'est parce que Émile Lanzmann insistait, il dit mais c'est un texte de théâtre. Et ça, je pouvais l'accepter, mais il a dû insister un peu pour que je fasse le... Tu dis en fait que c'est des textes qui sont faits pour être dits. Enfin bon, après c'est très personnel. Moi, pour les avoir lus, je trouve aussi qu'ils se lisent vraiment très, très bien. C'est aussi agréable de les lire. Tu vois, ça, je me rends pas compte, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les dire. Ok. Et en 2004, tu crées Amadou, c'est le spectacle qu'on a vu avec Redouane, Ludovic, Fouzia et Joël. Et là, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que chacun d'entre vous dise 2-3 mots sur le spectacle. Donc, comme on a expliqué au début de l'autre fois du spectacle, qu'il y a une partie vraie, une partie pas vraie, inventée, quoi. Puisque c'est du théâtre. Oui, mais dans ce spectacle particulièrement, je pourrais te dire que tout est vrai. Tout est vrai. Alors là, ça ne me donne pas trop envie d'avoir des enfants. parce que il y a eu un passage, par exemple, où vous parlez des morceaux de tarte. Oui. 4 tartes, puis que les gens viennent de la famille ou des voisins faire des photos, puis ils boivent leur café, leur bière, puis paf, ils s'en vont. Rapidement, comme ça. Oui. Alors, c'est un peu... comment dire, pas gay, quoi. Oui, mais c'est qu'un moment, et ça se limite heureusement pas que à ça. Il ne faut pas que tu n'aies pas envie d'avoir d'enfant à cause d'un morceau de tarte. Je me sentirais vraiment très mal. Non, c'est les morceaux de tarte. C'est de l'humour aussi. Oui. Bien sûr, c'est compliqué parce que je suis timide. Oui. Je suis très timide, et donc pour moi, rencontrer une famille que je ne connaissais pas bien et devoir annoncer que je suis enceinte, c'était une épreuve, mais parce que je suis comme ça. Parce qu'il y a le passage là où la batterie est en panne, donc si elle n'était pas en panne, il continuait à faire les photos. Oui, mais ça, dans toute famille, il y a des gens un peu maladroits. Puis après, ils partent, quoi. C'est la vie. Dans la vie, il y a la visite d'après, ça sera quelqu'un de très, très attentionné, qui aura fait attention de ne pas venir avec les enfants. La vie est faite de ça. Un jour, tu es heurté, tu es blessé. Et puis, de toute façon, c'est remis dans un contexte. Ils viennent faire les photos justement au moment de la montée de lait, qui est un moment où la femme pète un peu les plombs, parce qu'elle peut pleurer pour rien. C'est excessif. C'est un moment... voilà, donc voilà, il faut remettre dans le contexte. Et les morceaux de tarte, c'est une famille accueillante. Tu vois, c'est une famille qui est heureuse, qui a des enfants. La mère de mon compagnon est une femme qui adore les enfants. Chaque fois qu'il y a une naissance dans la famille, elle est la plus heureuse du monde. Et c'est ça aussi, cette femme rayonne d'amour pour les enfants. Donc, j'en parle, c'est vrai, avec beaucoup d'humour, mais derrière ça, j'ai beaucoup de respect pour elle. Redouane, tu veux intervenir ? Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a touché. Et j'étais très ému après le spectacle aussi. Et tu saurais dire pourquoi ça t'a ému ? Il y a un passage particulier qui t'a plu ou un personnage ? Quand on parlait des enfants. Ouais. C'est le truc qui m'a plus ému dans la pièce. D'accord.
Ludo? Moi, je trouve que l'ARP, c'était bien. Ça donne ça donne un exemple en plus pour nous, les personnes qui ont des problèmes de vue. Avoir un enfant, on a déjà le stress de l'handicap. C'est une responsabilité en plus. Et toi, Fouzia? Moi aussi, je veux reprendre ce qu'il a dit, Ludovic. En fait, c'est une responsabilité. Il faut savoir bien s'occuper de lui. D'accord. Il y a un personnage aussi, vous m'avez parlé de Mileva, c'est un personnage qui vous a bien plu, la sage-femme. Mais c'est vrai que Mileva, par exemple, j'ai écrit à ma douce, j'ai créé ce spectacle pour elle. Parce que je trouvais que ce qu'elle m'avait transmis dans cet accompagnement qu'elle a fait avec moi m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Parce que comme ma mère est décédée, c'était la seule femme qui pouvait être là tous les jours. Elle est venue pendant 2 semaines tous les jours. Et c'est ce qui m'a aidée vraiment à accepter l'absence de ma mère. C'était comme une deuxième maman. Oui, et en plus, je veux dire, elle portait bien son nom de sage-femme. C'est qu'elle me faisait rire. Et vraiment, elle avait un humour. Elle relativisait tout. Elle disait, il pleure pendant toute la nuit. C'est pas grave, vous imaginez que vous êtes en discothèque. Voilà, elle changeait tout. Tout pour que ça redevienne léger, c'est la vie. Et c'est précieux, quelqu'un qui dit vous êtes dérangé, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, il faut accepter un enfant, c'est ça aussi. Elle me racontait d'autres accouchements où les gens avaient des lubies, qui voulaient accoucher avec la pleine lune. Enfin, voilà, elle avait. C'était beau de voir une femme, elle avait 64 ans. C'est toute une vie dédiée aux accouchements. Et puis quand à la fin elle m'a dit qu'elle-même n'en avait pas eu, je dis quelle force, oui c'est ça. Nous sommes tous des êtres boiteux, imparfaits, perdus dans nos vies respectives. Iris Murdoch dit « L'homme est un animal qui se façonne des images de lui-même et qui finit par ressembler à l'une d'elles. Fabriquer des images, avoir des enfants, créer, accoucher de sa propre histoire. Les histoires comme des sages-femmes qui nous accompagnent, qui nous aident à accoucher de nos transformations successives. » Pourriez-vous nous parler de votre vie? J'ai un parcours... Tu vois, toujours j'ai 3 continents en moi, puisque ma mère est belge, mon père est vietnamien et je suis née en Algérie. Et ces 3 identités sont là. Le fait d'être née en Algérie, pour moi, c'est pas anodin, puisque ça a formé tous mes sens. J'aime la cuisine arabe, j'aime les odeurs, j'aime les épices. Quand il y a des fruits que je mange, c'est terrible quand je les reprends, c'est toute mon enfance qui est là. J'aime les rythmes. J'aime vraiment beaucoup la musique orientale, donc ça fait vraiment partie de moi. Donc quand j'ai créé Vie pour moi est un spectacle pour moi qui me rassemble, puisqu'il y a mes 3 identités. Il y a autant la rencontre avec la culture vietnamienne, avec la danse, avec la Belgique est là, puisqu'il y a la tradition avec le chant du doudou. Je ne sais pas si vous connaissez, à Mons, il y a un chant, c'est... Ah oui, j'entendais parler. Et voilà, et l'Algérie est présente avec un personnage qui s'appelle la femme à l'oiseau, et qui a tout son accueil, et que vraiment, pour être retourné en Algérie il y a 4 ans, que le mot bienvenue, ils le vivent tout le temps. C'est pas qu'un mot, c'est vraiment une philosophie. Est-ce que vos spectacles sont adaptés aux personnes malvoyants, aveugles et en chaise volante? Dans le spectacle, je te dirais que c'est la première fois que dans le public, j'avais un groupe de malvoyants. Et c'est très troublant. Parce que du coup, je faisais beaucoup plus attention à mes mots, et je n'ai pas fouillé 3 fois, ce qui ne m'arrive jamais. Et parce que j'ai une formation de théâtre basée sur le corps. Et donc, mes mouvements, mon corps ont beaucoup d'importance quand je raconte. Et là, je me dis, mais tout est... Et c'était passionnant de dire...
qu'est-ce que je fais passer par ma voix? Est-ce que ça suffit? Est-ce que pour leur envoyer des émotions? Voilà, c'est tout ça que je me dis. Je me dis, ma présence, on la reçoit de toute façon. Mais est-ce qu'il manque quelque chose? C'est ça que est-ce que mes mots peuvent atteindre? Rien que mes mots. C'était ma question, peut-être que je peux vous poser. Moi, je peux dire, ça m'a déjà touché, le spectacle, parce que quand ça parlait de l'enfant, moi, je me pose tout le temps la question, je dis, comment s'adapter à un enfant, comment faire. Oui, parce que tu disais, il y a certains moments où il faisait clair, il faisait noir. Oui, mais bon, oui, en fonction des éclairages sur scène. Parce que ça montrait un peu... Vous l'avez senti, vous, l'éclairage? Oui. Ça montrait un peu... Des fois, oui, je pense que ça faisait entre jour et nuit. Ça expliquait un peu le... On voyait un papillon de temps en temps. Ouais. Un papillon, toi, t'as vu? Ah bon? Oui, il y avait une mouche ou quoi? La mouche, un papillon. Ah d'accord, toi tu pensais que ça faisait partie du spectacle? Oui, parce que moi, j'ai cru que ça sortait de sa main. C'est chouette. Et oui, on a beaucoup travaillé. Au niveau de l'accessibilité, là, vous n'avez pas eu peur avec mon chien? Non. Non. Comme c'est peut-être la première fois aussi. C'est la première fois, c'est vrai qu'il y avait un chien. Mais le fait que je suis dans la salle, en fait, c'est une option que j'ai décidé maintenant d'être tout le temps dans la salle, déjà pour voir qui est là, de me rendre compte, parce que parfois, il y a des programmateurs qui nous font des surprises dans le public, et moi, je ne supporte pas d'attendre dans les coulisses. J'aime être avec les gens. Donc voilà, je dis, je fais partie des gens, je suis l'une d'entre vous et je vais sur scène, c'est la différence. Et quand j'ai vu ton chien, c'est vrai que j'ai dit oups, mais je me suis dit, il le connaît, c'est son chien. Et heureusement, il n'a pas aboyé. Ah ouf, merci. Parce que votre spectacle, c'est ce que j'avais dit à la fin, il était fort doux. Votre voix, tout ça, ça va en crescendo comme ça. Oui. Et c'était pas long. Non, c'est pas grave. Donc et quand vous faisiez les bruits ou comme ça, mon chien il dressait les oreilles. Il aimait bien. C'est bien d'autres types de spectateurs. Non, parce qu'on sentait l'écoute du chien aussi. Il réagissait à certains moments, comme cling, cling, cling avec sa laisse, ou je sais pas. Je Mais... pense que c'était ses pieds. Oui, il y avait ces petites griffes. Non, à un moment, j'ai pensé, on aurait dû lui mettre un tapis en dessous. Tu vois. Les pensées comédiennes. Est-ce que ça vous tenterait de tenter l'expérience avec faire un genre de spectacle avec des personnes malvoyantes? Dédié ou avec? Non, avec les personnes malvoyantes tenter l'expérience. Mais c'est une bonne question, parce que ça recentrerait sur la voix et les mots encore plus. Et c'est ça que sur comment tu peux créer une image, comment partager une image. Ça, oui, je trouve ça interpellant. Donc voilà, c'est une bonne question parce que oui, c'est le fait d'être devant vous à raconter Amadou, ça a renvoyé le pouvoir des mots, le pouvoir de qu'est-ce qu'il y a derrière un mot, qu'est-ce que vous pouvez imaginer à partir d'une image que moi je dis. Donc voilà, je travaille depuis 17 ans en solo, tu vois, j'ai jamais fait travailler quelqu'un. Peut-être un jour. Oui, on ne sait pas, tu vois, cette résidence ici au Jacques Franck m'a tellement surprise de faire des choses que j'avais jamais faites. Et pourquoi êtes-vous devenu artiste? C'est pourquoi j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est pour que je suis devenue artiste. J'ai l'impression que je suis née comme ça. C'est une hypersensibilité qu'il fallait que je trouve une place pour pouvoir m'exprimer. C'est vrai que ma mère aussi elle était poète. Elle écrivait beaucoup. Et elle était convaincue qu'un jour je serais comédienne. On habitait Mons et chaque fois qu'on passait devant le théâtre de Mons, on passait devant l'entrée des artistes, elle me disait « Un jour, tu entreras là ». Tu as joué au théâtre de Mons? Jamais. J'ai joué une fois à Mons et c'était pour l'avant-première de Vie. C'est quand ton prochain spectacle
Je suis en train d'y travailler pour l'instant. Donc, depuis juin, j'écris. Mais c'est la première fois que je me dis que peut-être le texte que je suis en train d'écrire ne sera pas joué. Je suis en train de chercher. C'est vraiment une réflexion sur tout ce que j'ai écrit. C'est un moment de regarder et de me dire... le texte, en fait, j'arrive pas toujours à en parler, mais parfois je me dis... C'est comme si je me rendais compte que je n'ai jamais été seule. J'ai eu beaucoup de chance, je trouve, que dans ma vie, comment j'ai commencé à écrire, c'était magique. J'ai cru d'abord que c'était la mort de ma mère qui avait déclenché ce besoin d'écrire. Et puis maintenant, je me rends compte que non, c'est pas la mort de ma mère, c'est la mort de quelqu'un d'autre. Et que ce mort-là m'a accompagnée en fait toute ma vie. Et qu'il m'a aidée. Et donc, il m'a donné des signes sur mon chemin. Et c'est ces signes-là que je suis en train de percevoir. Comme un ange gardien. Oui, si tu veux. Comme quelqu'un qui m'a protégée, parce que c'est vrai que je me sens protégée tout le temps. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur d'aller dans la nuit, de marcher dans la nuit. Je me sens protégée. Et dans l'écriture, c'est assez magique. Toujours, c'est un moment que j'aime, parce que avant, quand j'en parlais, je disais oui, je suis reliée. Je sens qu'il y a quelque chose qui coule et il y a rien qui peut me rendre plus heureuse que ça. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est comme si j'entrais en relation avec cet être qui m'accompagne depuis toujours. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène? Pardon? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène? Je crois que c'est le seul endroit où je me sens vraiment bien. C'est que je n'ai peur, j'ai pas de trac, par exemple, avant d'entrer sur scène. Je suis juste heureux, je sais ce que je vais dire, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie courante. Et... C'est un moment de liberté, On peut s'exprimer. Ouais, c'est l'endroit où on se sent mieux aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est un endroit de grande liberté, c'est vrai, et de grande joie. C'est vrai qu'il y a des comédiens qui ont le trac et je ne l'ai pas du tout. Ça s'apprend, ça. Je crois que, je ne sais pas si ça s'apprend. Il y a les comédiens qui ont le trac, je crois qu'ils l'ont toute leur vie. Ah bon? Et il y en a qui croient qu'ils vont mal jouer s'ils n'ont pas le trac. Mais quand on dit, il y en a certains qui disent le track c'est bien. Oui, mais parce qu'il y en a qui en ont réellement besoin. Je crois que par le trac, il y a eu d'avoir un truc chimique qui se passe. Moi, c'est la joie, mais je crois que c'est le même processus chimique qui se passe. Et quelle enfance avez-vous eu? Écoute, Tu t'es pas obligé de répondre. Non, mais écoute, je dis ce que je veux. Exactement. J'ai une enfant merveilleuse, toujours habillée en rose. Écoute, j'ai une enfance qui est 5 années en Algérie. Et je crois qu'heureusement que j'ai eu ces 5 années-là, parce que c'était 5 années de liberté, je veux dire, où je pouvais être à pieds nus. Du coup, quand je suis arrivée en Belgique, c'est vrai, le choc a été assez dur, parce que le climat était différent, l'accueil des gens aussi. Il y avait le racisme que je n'avais pas connu, je crois, en Algérie. Donc c'est là que, pour la première fois, j'ai entendu le mot Shintok. Et donc ça a été assez violent. Pour les 4, je sais qu'il y avait une rue qu'on devait remonter. C'était une rue avec que des Italiens, et c'était eux qui étaient les plus virulents. Donc voilà, c'est étrange de se dire... et ces mots-là m'atteignent toujours. J'ai été à la Réunion début octobre, et on faisait une rencontre avec des collégiens pour parler de vie avant qu'ils viennent le voir. Et alors, une des premières questions d'un des collégiens, c'est « Alors, vous parlez chinois ?» Et ça m'a... c'est drôle, ça m'a encore heurté à mon âge, à mon grand âge. Et je dis, il y a des blessures de l'enfance qui restent à jamais. Et après, on a pu en parler avec eux, et c'était intéressant. Donc voilà, et après... c'est une enfance assez... parce que j'ai une grand-mère assez autoritaire. Quand on est arrivé de Belgique, on a été vivre chez elle. Donc c'était un changement radical. Elle nous a coupé les cheveux, elle nous a habillés tous de la même manière. Voilà, c'était une autre vie. C'est une des plus grandes ruptures, je crois, que j'ai pu vivre. Mais ce qui est bien, c'est qu'à force, quand quelqu'un est autoritaire et te coupe les ailes, après, ça te donne de la force pour développer les tiennes.
tes ailes à toi, parce que tu engranges une volonté de pouvoir dire ce qu'à un moment, tu dis un jour, je dirai ce que j'ai envie de dire. Et ça devient très puissant une fois que ça sort. Bon, on va peut-être, il est 2h30, donc on avait dit qu'on s'arrêterait là. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Le spectacle était bien. Merci parce que vous avez une écoute assez profonde. Michel Nguyen écrit pour faire apparaître ce qui l'accompagne, pour matérialiser un mystère. Elle cherche ce qui est là, tout près d'elle, mais qui lui échappe. L'écriture devient une plaque photosensible, un révélateur de nos natures évanescentes. En fait, nous sommes des automates spirituels, des machines métaphoriques. Je crois que son texte « Amadouce » parle de ça. Benveniste disait « Le langage est une mise en forme du monde, c'est-à-dire un moule qui nous solidifie et structure nos réalités. Or nos langues sont constituées d'images sonores. Une métaphore, c'est un pont et un tunnel qui permet de faire des liens inattendus, de produire des rencontres qui génèrent du sens, des sourires habitables. Enfin, ces textes ne seraient rien s'ils n'étaient pas constitués tout entiers pour être partagés, pour se confronter au chant des autres, à d'autres paysages d'images. Et c'est leur force, avoir la faculté de résonner chez l'étrange étranger, et de créer une complicité, un éclaircissement, une subite illumination. Michel Nguyen dit « Pourquoi l'oiseau est dans la cage ? J'ai besoin de son chant. Pourquoi as-tu besoin de son chant ? Pour retrouver mes ailes. » Michel Nguyen a la capacité de transformer la vie de tous les jours en métaphores communes. Comment les mots, rétroactivement, incurvent notre façon de voir, la déplacent et l'orientent. On ne voit pas ce qu'on ne peut pas dire. Francis Ponge dit « Alors seul l'artiste sait s'y prendre. Il touche au but, la métamorphose a eu lieu, la vérité se renvole, indemne. »